suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour Raphaël. Merci Aurélien de nous recevoir aujourd'hui depuis Shanghai. Je me trouve moi à Hong Kong. Avec le Covid, on commence à faire des interviews à distance de plus en plus. Donc Aurélien Rigard, tu es entrepreneur, même serial entrepreneur, comme tu viens de me le dire. Tu es un des cofondateurs de l'agence de transformation digitale IT Consultis et tu as donc plusieurs casquettes que tu vas nous décrire et une grosse expérience dans le digital à Shanghai et en Chine, voire même en Asie. Mais vas-y, pour commencer, je te laisse te présenter brièvement. Ouais, tout d'abord, merci Raphaël de m'interviewer aujourd'hui. C'est un plaisir de participer à ce podcast. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis en Chine. Donc c'est un peu une aventure familiale où j'ai rejoint mon frère qui lui est arrivé en Chine il y a 12 ans et demi maintenant. Et depuis qu'on est arrivé, on a eu l'opportunité de monter plusieurs sociétés. Donc moi j'ai terminé mes études en 2010 et je suis arrivé à ce moment-là et à partir de là, on a monté plusieurs sociétés. On avait commencé par une société de e-commerce de chemises sur mesure, avec donc l'objectif de faire fabriquer au Fabric Market et puis après d'envoyer partout à travers le monde. Donc, ce qui a été plus ou moins, on va dire, un premier échec, mais aussi un apprentissage de l'entrepreneuriat. Et on est nombreux à avoir cette idée, c'est marrant quoi, parce que ouais, les chemises, moi je me faisais faire des chemises sur mesure jusqu'à ça coûtait, je sais pas, 5 € pièce à l'époque. Et donc tout le monde se disait, il y a un business à faire. Et toi, tu l'as fait quoi. Exactement, en fait. Première fois que je suis arrivé en Chine, je suis venu en Chine pour les vacances. C'était en 2009, l'été 2009, et on va au Fabric Market, et puis pour 10 €, on pouvait avoir des chemises correctes, et pour 12 €, on avait des chemises de très 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 bonne qualité, faites en 4 jours, avec vraiment quelque chose de sur mesure et bien customisé. Et puis on s'est dit, ça serait vraiment top de rendre le Fabric Market accessible partout à travers le monde. Et au final, ça a été bien plus compliqué qu'on lui espérait à ce moment-là. D'accord, oui. Et du coup, l'arrivée en Chine en 2010, fraîchement gradué de grandes écoles américaines, ça a été un retour à la réalité des challenges qu'on peut trouver en Chine et qui nous a mené petit à petit à pivoter et puis à lancer notre agence de transformation digitale IT Consultis. Donc, si on veut faire un petit point sur ce qu'est IT Consultis aujourd'hui, donc on a monté cette société de consulting ou transformation digitale il y a maintenant 9 ans en arrière. On a commencé très petit, on servait des tout petits clients, des petits SMEs ou des restaurants, des petits business. Et puis, au fur et à mesure, premier projet à 500 €, puis 1000, puis 2000, puis 3000, puis 5000, 10, 15, 20, 100, 200 et plus. Et aujourd'hui, on est une des agences de transformation digitale, une des numéro 1 pour les boîtes étrangères, on va dire, pour la Chine et l'Asie du Sud-Est. Et on aide on target tous les types d'industries en passant par la finance, la pharma, le fitness, le F&B. Et on a des clients aujourd'hui comme Gap, comme Pernod Ricard, comme LVMH. Donc, et on aide ces sociétés sur toute leur transformation digitale, à savoir sur la partie création, énormément de WeChat, de mini-programmes à l'intérieur de WeChat, de loyalty programme, la partie data, la partie CRM. Donc ça, c'est tout des parties où on aide, si tu veux, les sociétés à se transformer de manière digitale pour avoir ce qu'on appelle direct to consumer access, un accès au consommateur final direct, qui est au final en opposition à ce qui se fait en Chine depuis les 20 dernières années, qui est de tout passer par ce qu'on appelle le public traffic, donc les marketplaces, les Alibaba, les JD, les Tmall.
Et du coup, il y a une forte poussée des sociétés aujourd'hui en Chine à évoluer sur leur digital. Et du coup, on les accompagne sur cette transition. D'accord, ok, gros sujet quoi. Là. Ouais, comment en tant que marque faire face au marketplace, au Tmall, au JD en Chine. Voilà. On entrera plus dans les détails parce que c'est un gros sujet qui intéresse beaucoup de monde. Mais on va revenir un peu donc sur ton parcours. Donc déjà, t'es ingénieur de formation, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai vu que tu as eu des premières expériences, même des stages, mais alors totalement différents. Tu as travaillé un peu dans le nucléaire, c'est ça? Ouais. Alors, je suis Tu as même été co-auteur d'un livre qui s'appelle Electrical Construction Planning Process Implementation. Le titre est assez sexy. je vois que t'as bien fait ta due diligence, Raphaël. C'est top. En effet, je suis ingénieur génie civil, donc j'ai fait l'INSA de Strasbourg en France, qui est parmi une des top écoles d'ingénieurs. Et j'ai fait ma dernière année d'études Erasmus puis stage en Angleterre. Et puis j'adorais étudier. Et puis j'avais toujours à cœur de partir aux États-Unis pour faire au moins une année aux États-Unis. Mon école avait un partenariat avec l'Illinois Institute of Technology, donc IIT. Donc c'est la version un peu moins fameuse du MIT en Illinois. Et du coup, je suis parti faire un master là-bas. Et du coup, ça s'est aussi très très bien passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai été, on va dire, embauché par une de mes profs pour coécrire ce livre, au final, qui est une méthodologie sur comment avoir une espèce de checklist, une espèce de guide pour que chacune des constructions, enfin ou des travaux de construction, au final, qu'on parle d'une petite maison ou qu'on parle d'une centrale nucléaire puisse être un succès. Et au final, c'est une méthodologie qui approche 13 piliers, si tu veux, des différents secteurs de la construction. Et c'était super intéressant. Je pensais jamais être en mesure d'écrire un livre, enfin de participer à l'écriture d'un livre. Au final, j'ai écrit la moitié du livre. Et c'était passionnant et c'est intéressant de voir comment les choses avancent aux États-Unis, les fonds qui peuvent être alloués à la recherche, et c'était un vrai bonheur. Ok. Je te promets pas que je vais le lire, mais je te fais confiance que le boulot devait être passionnant. Et donc, tu nous expliquais que c'est ton frère qui t'a fait venir en Chine. Il était déjà installé ici, c'est ça, déjà entrepreneur, et toi, Ouais. tu l'as rejoint. Donc, tu t'es retrouvé en gros, t'as pas cherché de travail, tu t'es retrouvé entrepreneur au jour 1, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est assez particulier parce que le 15 août, le 15 août 2010, j'étais encore dans l'état d'esprit de trouver un job aux US, mais à ce moment-là, c'était la crise des subprimes. Donc, c'était il y a 10 ans, donc on passe on va dire de crise en crise. Et dans les secteurs, dans le secteur de la construction, il y avait une crise sans précédent parce que la crise des subprimes, ça a touché énormément l'immobilier et du coup, il y avait entre 20 et 30% de chômage, surtout dans les grandes villes, dans tous les métiers liés à la construction, structure et ainsi de suite. Et ce qui fait aux États-Unis, la loi est très très rigide. Donc pour obtenir un visa, il faut être capable de démontrer qu'on prend pas le job d'un Américain. Et vous avez des interviews dans toutes les top, toutes les top sociétés américaines. Et toutes me disaient, super, ton application, ton CV, c'est parfait, tu as 2 masters à ton âge, plus telle expérience. On va te trouver un job très très rapidement. Dès qu'on embauche, tu seras le premier sur la liste. Et avec toutes, je disais, quand est-ce que vous allez réembaucher? Ils me disaient, c'est pas trop. Il y a des grandes chances que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois. Et le problème, c'est que mon visa, je l'avais que pendant 1 mois de plus, parce que c'est un petit peu mal fait quand même. L'objectif, c'est de faire venir un maximum d'étudiants étrangers qui dépensent beaucoup d'argent, mais après rester sur le territoire américain, même en étant français, c'est assez complexe. Et du coup, j'avais 2 choix. Hein. Le premier choix, c'était de faire un stage là-bas. Le deuxième choix, c'était de faire mon PhD, mon doctorat. Donc, j'avais plusieurs offres pour faire mon doctorat. Mais bon, à 25 ans, en ayant 2 masters, j'avais pas envie de continuer sur cette trajectoire-là, d'étudier pendant plusieurs années, de faire un PhD. Et on avait lancé donc ce projet e-commerce avec mon frère. On l'avait déjà lancé, je l'avais déjà lancé à distance avec lui qui le manageait en Chine.
on avait embauché une société pour programmer notre site internet, pour faire les Donc tu reviens sur les chemises sur mesure, c'est ça? En fait, on avait Donc, déjà dit, on parle du Fabric Market, donc c'est une sorte de marché du textile à Shanghai qui est bien connu. ouais. Et donc, comme tu l'expliquais, qui fait des chemises sur mesure, et tu te dis, il y a une super opportunité, on va vendre ces chemises sur mesure dans le monde entier. Et si tu veux, moi, quand je faisais encore mes études, on avait déjà lancé le chantier d'embaucher une société pour faire toute la programmation. Donc, quand je suis arrivé en septembre 2010, l'objectif, c'était, OK, je reste en Chine pendant, maximum 6 mois, 1 an, lancer le site. L'économie aux US va aller mieux d'ici là. Donc, je reste un petit peu et puis je repars aux US dans la foulée. Et on s'attendait, en fait, à lancer notre plateforme début 2010 et au final, septembre 2010. Et 6 mois plus tard, il y avait toujours rien qui était lancé ou lançable pour beaucoup de raisons, mais au final, on s'était un petit peu trompé sur le périmètre qu'on avait confié à l'agence qu'on avait embauchée à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, après 7 mois en Chine, on va dire le magasin, le shop qui était censé ramener de l'argent et faire grossir un petit peu notre aventure entrepreneuriale, il était toujours au point mort, il était toujours plein de bugs et il y avait toujours rien qui marchait. Donc c'était un petit peu complexe parce que d'où l'importance d'avoir de bons partenaires. Là. Je sens que tu amènes adroitement le sujet, vas-y. Ouais, oui, Non, je plaisante, mais on est tous d'accord. Ouais, bien sûr. Donc, on avait choisi cette société-là et au final, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient mais au final, ça a pas été assez et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 8 mois en Chine, même s'il y a 10 ans en arrière, ça coûtait beaucoup moins cher, il fallait quand même payer cette société-là, il fallait vivre aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'à bout d'un moment, les choses avançaient plus. Donc, on a coupé les ponts avec cette société-là. On a embauché un développeur en interne pour continuer, essayer de terminer la plateforme. Et au final, on s'est aperçu au fur et à mesure que on avait fait des très très mauvais choix, que ce soit en termes de design, en termes de technologie. On pensait être très bien conseillé par cette société-là, et au final, ce qui s'est passé, c'est que on était dans une direction où en fait on pouvait recommencer à zéro un an après ma venue en Chine, et du coup se retrouver au final quasiment sans argent, le dos au mur, et avec une personne qui nous coûtait un petit peu cher, qu'il fallait payer. Et de là, on s'est dit, il va falloir voir comment on est capable de rentabiliser ce développeur, cet investissement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plein d'amis qui nous disaient, attends, j'ai besoin d'aide sur mon site internet. Est-ce que tu peux m'aider à faire mon site, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on s'est documenté pour bien sûr comprendre qu'on avait fait toutes les erreurs possibles et imaginables quand on a lancé le projet, premièrement. Et on s'est dit, ça serait bien que le marché a l'air assez ouvert, parce que encore à l'époque, c'était très dominé par les marketplaces et ainsi de suite. Donc, le marché de la transformation digitale était on va dire, très petit, malgré le fait que la Chine soit très avancée en termes de transformation digitale à travers les plateformes. C'était le début de l'explosion du e-commerce chinois, à peu près, à cette époque. Le e-commerce chinois se passait énormément sur les marketplaces. Donc, au final, on s'est lancé sur un secteur qui était un petit peu en retrait, on va dire, qui était beaucoup plus petit et qui, comme je l'ai dit juste auparavant, grossit très vite en ce moment même. Mais du coup, on s'est dit, pourquoi pas commencer à vendre des services sur ce segment-là, pour juste amortir, pas faire de l'argent, mais pour amortir cette dépense de ce développeur qui nous coûtait pas mal d'argent à ce moment-là. Et on a fait un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet. Et puis, plus on creusait, plus on s'apercevait qu'on avait vraiment été très, très mal conseillé, et que tous les choix qu'on avait fait sur cette plateforme-là, en fait, il y avait rien de bon, et que au final, il fallait tout jeter et tout recommencer si on voulait être compétitif à un moment donné. Et c'était un moment où on se disait, on préfère focaliser sur ce qu'on a
en face de nous, c'était au final être capable de survivre et de monter cette société qui est IT Consultis, plutôt que de réinvestir, encore repartir sur 6 mois d'investissement et des investissements qui étaient importants en termes financiers, en termes de marketing aussi. Et au final, c'est un premier échec qui nous a permis de lancer IT Consultis aujourd'hui. Et au final, c'est une belle aventure, on va dire. Donc ça a grossi de manière organique, quoi. Vous avez commencé par rendre service à des gens qui avaient des petits sites internet et de fil en aiguille, vous êtes monté jusqu'à c'est quoi une soixantaine d'employés aujourd'hui, c'est Voilà, ça on est 60 employés aujourd'hui. On est sur Shanghai, Singapour et Saigon. Mm-hmm. Et donc là, on grossit de manière organique en se focalisant beaucoup plus sur aujourd'hui les missions à haute valeur ajoutée, sur des projets structurants pour nos clients et beaucoup sur de la stratégie qui permet d'amener aussi à des projets qui amènent un vrai retour sur investissement à nos clients. D'accord. Et Saigon, donc c'est quoi? C'est une équipe de tech essentiellement, ou c'est aussi pour gérer le marché local? Alors, en fait, notre objectif, ça a toujours été de se développer pas que en Chine, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et il y a maintenant il y a 4 ans, quand on devait décider en fait trouver des ressources tech à Shanghai il y a 4 ans en arrière, c'était très dur. De manière générale, en Chine, c'était très dur. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des talents chinois vraiment très très bons sur ces métiers-là. Mais il y a 4 ans en arrière, c'était beaucoup plus complexe. On parlait d'une manœuvre très chère et qui était pas facile à trouver, surtout sur les technologies C'est quoi le coût d'un développeur en Chine, grosso modo? En fait, ça varie énormément. Si on va Ouais, je sais bien. si on va sur une tier 3 city ou sur une tier 1, Ouais. ça peut, aujourd'hui à Shanghai, le coût d'un développeur à Shanghai, ça va être quasiment le même prix qu'à Paris, quoi. D'accord. Un bon développeur, ça va aller peut-être pas Paris, mais on va dire les mêmes prix qu'à Lyon. Faire de l'offshoring en Chine aujourd'hui sur une tier 1, tier 2 city, ça fait pas du tout de sens. Sur une tier 4, ça commence à faire du sens. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de variations où dans certaines villes, par exemple du nord de la Chine, par exemple Xiangyang ou d'autres villes comme ça, on peut trouver des développeurs qui vont avoir 10 ans d'expérience et qui vont gagner, je sais pas, aller 12 000 kuai par mois, qui vont coûter 14-15 et qui au final ça va faire 2 000 euros de coût par mois et qui vont être assez bons. Après, la plupart de ces gens-là vont en général pas avoir travaillé sur des technologies de pointe en termes de web, tout ça. Donc, c'est aussi un petit peu complexe. Donc, disons que c'est dans les grandes villes qu'on va trouver quand même les très forts talents. Mais avec le Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu aussi l'opportunité de rentrer chez eux. Le télétravail, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Nous aussi, on voit avec nos employés, avec nos staffs. Il y a beaucoup de gens au final qui viennent avec nous pendant 2-3 ans à Shanghai et qui nous disent j'ai envie de rentrer à Chengdu, j'ai envie de rentrer à Chongqing avec ma famille et est-ce que je peux travailler en télétravail et puis je viens tous les 2-3 mois au bureau et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. D'accord. Okay. Donc là, il y a déjà plusieurs sujets. Donc, quand tu parles de ce que je comprends, toi quelque part, tu es sur un peu un sujet de niche, vu que les marketplaces ont pris le gros du e-commerce en Chine et que toi, tu t'adresses plutôt au marché du brand.com, quoi, du site internet des marques. Ouais. En Chine, est-ce que c'est pas des technologies qui, par rapport à l'Occident, sont niches, donc peut-être plus de difficultés si dans une ville, tu as parlé de tier 3, de tier 4 même, trouver des gens qui ont la connaissance de ces technos-là en Chine, ça existe, quoi, ou c'est vraiment niche? Alors, ça existe, probablement, ça existe de plus en plus parce que, comme on a dit, depuis les 2-3 dernières années, c'est quelque chose qui a énormément avancé. Après, je suis pas un expert de politique interne chinoise, mais il y a eu des énormes investissements qui ont été faits sur les écoles d'ingénieurs, les écoles informatiques en Chine. Et il y a beaucoup d'étudiants chinois qui ont voyagé à travers le monde et qui sont allés dans les meilleures universités, qui reviennent en Chine et qui ont des Masters of Computer Science qui sont bien avancés. Et du coup, même si on est sur des technologies un petit peu niches, il y a aussi des technologies locales
chinoise qui se développe de plus en plus sur la partie e-commerce par ailleurs. Et au final, on s'aperçoit que il y a vraiment un vivier technologique en Chine qui est en train de se développer, d'évoluer, où il y a les propres langages de programmation qui sont créés, où il y a les propres frameworks aussi qui sont créés. Et du coup, c'est assez intéressant. Après, nous, on travaille les 90% du temps, 95% du temps pour les sociétés internationales en Chine. Et la majorité de ces sociétés internationales se sentent quand même un petit peu plus à l'aise avec des technologies mainstream internationales. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est intéressant quand tu discutes avec des marques qui sont présentes sur la région. Elles voient la Chine comme un monde à part, quoi, en termes de e-commerce, voire de tech. Donc, Ouais, elles essaient de rester sur les technos qu'elles connaissent, mais c'est complexe, quoi. Et t'as parlé. Enfin, excuse-moi, vas-y, tu voulais rebondir? en fait, le marché chinois, une des grosses complexités, c'est que les points d'entrée pour les marques vont être assez différents. Dans le reste du monde, on utilise énormément Google, alors qu'en Chine, et c'est ça qui fait la force de tout ce qui est private traffic dans le reste du monde, c'est que les gens, au final, quand ils sont intéressés par une marque, ils vont taper la marque sur Google et en général, sur la Search Engine Research page, la première recherche, ça va être la marque en elle-même. Et ce qui est beaucoup moins le cas en Chine, parce que il y a toujours eu des problèmes avec Baidu. Il y a toujours eu des problèmes de confiance, et ces problèmes de confiance ont fait que Alibaba a pu créer ses marketplaces en gérant ces problèmes de confiance. Donc même les consommateurs chinois n'avaient pas une pleine confiance dans le moteur de recherche Baidu, d'où des opportunités pour d'autres players type Alibaba, quoi. Absolument, enfin très très peu de confiance, surtout sur la partie e-commerce. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients, on parle de très grandes marques, qui m'appellent et qui me disent: Aurélien, quand je tape le nom de ma marque, j'ai le copier-coller de mon site qui est en première page, enfin qui est la première qui est la première recherche. Donc ils disent: comment c'est possible? Et c'est arrivé à de nombreuses reprises. Donc c'est vrai que Baidu a fait énormément d'efforts là-dessus, mais à travers le temps, Google a travaillé énormément sur l'authenticité, alors que Baidu, il y avait des grosses plaintes de marques à un moment donné qui se plaignaient au final que Baidu, c'était très très financier, et au final, pour les marques, pour être positionnées numéro 1, elles devaient payer pour être placées numéro 1. Alors que sur Google, de manière organique, en général, quand on tape le nom de la marque va apparaître, même si le site en lui-même n'est pas bien référencé. Google fait sa due diligence, fait son boulot pour afficher la marque en premier, et c'était pas forcément le cas pour Baidu, où les marques devaient investir énormément, soit en SEO, soit comment ça s'appelle, en SEM, en paid advertisement, pour être positionné numéro 1 ou dans les top 3. Et donc, non seulement c'était le premier problème qui a fait que la majorité du trafic, au final, a divergé sur les marketplaces, parce que premièrement, sur les marketplaces, il y a ce concept d'escroc. Donc, je sais plus comment on dit en français, escrow en anglais, où au final, l'argent part, dire sur la marketplace d'Alibaba, l'argent de l'acheteur part chez Alibaba, le bien part du vendeur chez le consommateur. Et s'il n'y a pas de souci, l'argent est relâché au magasin. Donc, ça permet d'instaurer cette confiance, où le consommateur se disait: s'il y a un problème avec mon bien, je suis capable de récupérer l'argent. Et ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui en allant sur un site internet d'une marque, où au final on ne savait pas si cette marque-là, si ça appartenait vraiment à la marque, ou si c'était un fake. Donc ça a été un des gros challenges. Et aujourd'hui, ce challenge-là et on va dire solutionné de plus en plus par l'arrivée de WeChat. Donc WeChat, à travers premièrement son official account pour les marques, où les gens, quand ils vont sur un official account, ils savent que le processus d'enregistrement est très complexe, et du coup ça va appartenir à la marque, et les gens se sentent vraiment à l'aise de pouvoir commander sur WeChat, d'interagir sur WeChat.
Et ça devient vraiment un endroit de prédilection pour les marques pour avoir du moins le premier investissement pour s'assurer de pouvoir créer cette connexion avec les utilisateurs. Et c'est vraiment l'endroit où les marques sont capables d'agréger un maximum de data sur leurs utilisateurs à travers des parcours utilisateurs, sur des chatbots, sur tout ce qu'on va dire, on s'appelle tout ce qui est marketing automation, pour s'assurer que les marques vont interagir le plus possible. Et de là est venue aussi la création de WeChat Work, qui est un petit peu la petite sœur plus la business app de WeChat aussi, qui permet d'avoir des connexions entre WeChat Work et WeChat. Donc, il y a WeChat Work qui est plus une sorte de Slack ou de Microsoft Teams, c'est ça? C'est ça, mais la particularité et ce qui fait la grande force aujourd'hui de WeChat Work et ce qu'il fait, parce qu'il y a une application qui s'appelle DinTalk, qui est la version d'Alibaba et qui est un peu plus, on va dire, la compétition à Slack et Microsoft Teams, qui a des fonctionnalités qui sont absolument géniales. Et il y a WeChat Work qui est arrivé sur le marché avec beaucoup de retard sur ce compétiteur d'Alibaba. Mais ce qui fait sa grande force, c'est que à travers WeChat Work, on est capable de discuter avec un utilisateur de WeChat. Donc, c'est comme si avec Microsoft Teams ou avec Slack, on était capable d'interagir directement avec une personne sur son WhatsApp. Et ça a permis sur tout ce qui est la partie e-commerce et retail, avoir une adoption énorme parce que, on va dire, par exemple, les boutiques Dior ou les boutiques LVMH, ce qui se passait, c'est que le directeur de magasin avait toutes les connexions avec les consommateurs et allait faire le posting, allait gérer toutes les interactions avec les consommateurs. Donc, quand on vend un sac à 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros, on s'aperçoit qu'au final, ce qui crée de la valeur énormément pour ce magasin-là, c'est les interactions que le store manager ou que les staffs en magasin peuvent avoir avec les clients. Et créer cette connexion, c'est ça qui va amener les clients en magasin, pas uniquement le fait pour une marque d'avoir un official account avec des pushes de différents produits. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens vont voir les nouveaux produits à travers l'official account et à travers le post officiel, mais après ils vont interagir avec les gens du magasin à travers WeChat. Donc ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, toutes les marques se sont dit il faut qu'on soit sur WeChat Work, il faut que tous nos staffs en magasin soient sur WeChat Work ou tous les métiers on va dire de concierge, pour s'assurer que cette conversation qui est privée, qui appartient au final à la personne, devienne une conversation qui appartienne à la marque. Et grâce à ça, ça a permis de encore pousser la transformation digitale, à pousser tout ce qui est processus de CRM et de marketing automation, pour au final donner beaucoup plus de data et beaucoup plus de visibilité aux marques. Et par exemple, si demain tu as le store owner ou ton store manager qui s'en va, tu as la possibilité au final de transférer tous ces contacts et tous ces leads à la personne qui va la remplacer. Du coup, les contacts sont plus personnels, mais appartiennent à la société. D'accord. Alors qu'avant, les gens partaient avec leur compte WeChat et avec toutes ces infos, quoi. Et donc ça, c'est des services que vous offrez. Enfin, je regarde, vous avez un site internet qui est très bien fait pour. J'ai fait beaucoup de sites IT et franchement, vous avez vraiment découpé tous vos services et de manière assez pédagogue. Et en tant que client potentiel, on peut se projeter un peu sur quel service vous offrez et comment un peu la customer journey de votre client, quoi. Donc félicitations pour le site, plus pas mal de business case hyper intéressants sur vos clients. Merci. Et donc ça va. Donc on a, alors je sais pas si on a cité de Drupal, mais tu travailles pas mal sur Drupal, WeChat. Enfin, dis-nous un peu la panoplie de la tech que tu utilises et typiquement, enfin, quel est ton client type et qu'est-ce que tu offres à ton client type, quoi. Alors, premièrement, notre site il est un petit peu vieux, donc même s'il reste, donc, ça va être encore mieux par le futur. Et il a un peu plus de 5 ans. Donc, mais le contenu est super en tout cas. Ouais, il faut qu'on le mette un petit peu à jour. C'est vrai qu'on est monté un petit peu d'un échelon sur tout ce qui est conseil en transformation digitale. Donc, pardon. On a plusieurs types de clients, hein. On a des clients qui viennent nous voir et ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a un push qui est énorme sur WeChat. Donc, avec la création de tous les écosystèmes sur WeChat, à savoir donc
le mini-programme, le loyalty programme, les échanges de données avec les différents systèmes, donc tout ce qui est business intelligence, system integration. Donc ça, c'est des choses qui sont clés. Les sociétés en fait arrivent en Chine et celles qui sont ici depuis plusieurs années ont déjà une structure où ils travaillent avec ce qu'on appelle un Tmall partner pour être sur ces marketplaces. Donc, ils ont déjà un centre de logistique, ils ont déjà un call center et ils ont déjà des opérations où ils vendent des dizaines de milliers de packages tous les jours sur ces plateformes e-commerce. Mais un des gros soucis, c'est qu'ils ont très très peu de data. Donc la data appartient majoritairement à Tmall et à Alibaba. Et ils ont très peu de capacité en fait à retargeter ces utilisateurs. Donc là où ils sont intéressés et là où en général on est contacté assez régulièrement, c'est pour créer en fait ces écosystèmes à l'extérieur des marketplaces, mais prenant en considération tous les systèmes actuels. Donc les systèmes actuels, ça va être le magasin, donc tout ce qui va être POS, tout ce qui va être structure et stratégie O2O, mais aussi interconnexion et gestion avec tout ce qui est système qu'on appelle aujourd'hui un social CRM, qui permet au final de créer tout ce qui est toutes les actions et toutes les on va dire les conversations utiles à la marque pour créer des on va dire différents KPI et pour créer au final ce retour sur investissement sur chacun des utilisateurs qui permet d'avoir un maximum de data points sur chacun de ces utilisateurs. D'accord. Donc du POS de la machine de caisse jusqu'à donc que ça soit branché sur des CRM pour l'information sur les clients. Et après, donc, enfin, votre titre s'appelle Bringing Omnichannel, c'est le slogan de l'entreprise sur votre site internet. Et donc, clairement, tout un système omnicanal où ça va se brancher aussi sur le e-commerce, que ce soit sur WeChat ou sur le site web. Voilà, tout ce qui est call center, tout ce qui est warehouse management system, système financier, ERP. Donc, ça, c'est vraiment primordial pour les sociétés. Donc ça, on va dire que ça nous arrive très souvent. On a aussi des clients qui viennent nous voir, qui nous disent je veux avoir une application, des clients qui viennent nous voir pour nous dire je veux un site internet, des clients qui viennent nous voir pour dire je veux un conseil. Il y a aujourd'hui les canaux de distribution sont beaucoup du business to business to business to consumer, donc B2B to B2C. Parce que c'est un système de distribution physique qui est un peu long, parce que la Chine c'est quand même un sacré pays, donc c'est quelque chose qu'on voit aussi énormément aux US et en Europe, mais de manière un peu plus importante, il y a un peu plus d'intermédiaires en Chine, et beaucoup des sociétés aussi se demandent comment appliquer cette transformation digitale pour créer au final cette incentivisation du premier B ou du second B ou du dernier C. Donc, il y a toute cette... Celui-là, c'était compliqué avec les B et les C. Ouais, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Il faudrait un petit schéma. Quand on travaille dessus, c'est assez facile à comprendre. Mais en effet, avec un petit schéma, ça serait encore plus facile. Mais disons qu'il y a une nécessité de transformation digitale, non seulement pour atteindre le consommateur final, mais pour travailler au final avec ses distributeurs et pour travailler aussi avec ses retailers. Parce que pas toutes les marques sont capables de vendre 100% en propre. Donc, ça va arriver aussi qu'il y ait une nécessité. On va parler des métiers d'agriculture, des métiers de la chimie. C'est des métiers où il y a besoin, au final, de comprendre de quoi a besoin l'utilisateur final et créer ces différentes plateformes-là, créer la bonne plateforme, créer le bon système d'incentivisation. Donc, ça fait partie des couches stratégiques et des métiers qui sont nécessaires pour faire la transformation digitale dans la bonne direction. D'accord. Et comment générer du trafic, en fait? Parce que si beaucoup de l'e-commerce se passe sur les plateformes, j'imagine que les clients chinois ont le réflexe d'aller sur un Tmall ou un JD. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients est-ce que ça fait partie de ton scope, de générer du trafic pour que leur site internet ou leur compte WeChat ait du trafic, quoi? Alors, nous, on travaille pas plus que ça sur cette génération de trafic. Par contre, on travaille sur comment, au final, garder ce trafic en interne, comment maximiser au final le ROI de ce trafic ou maximiser le ROI des différentes plateformes ou des différents assets que les marques peuvent avoir. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des agences marketing qui font l'acquisition de trafic très bien.
Après, l'écosystème WeChat, c'est un écosystème qui est très, très particulier. Donc, en 2019, il y a eu 120 milliards de dollars qui ont été dépensés par des utilisateurs sur des WeChat mini-programmes. Et en l'année 2020, ça devrait dépasser les 300 milliards de dollars. Donc, les chiffres officiels n'ont pas été encore publiés. Mais ça veut dire qu'il y a énormément aujourd'hui d'argent qui est dépensé par des consommateurs finaux sur ces WeChat mini-programmes. Et du coup, toutes les marques essaient de se dire comment on arrive au final à avoir des infrastructures propres à nous qui nous permettent au final de driver un maximum de revenus. Donc ça, et après, ça va dépendre des marques. Donc, il y a beaucoup de marques qui ont l'impression qu'elles arrivent en Chine et parce qu'elles elles ont un petit peu de traction dans leur pays, qu'elles vont arriver en Chine et qu'elles vont avoir directement des dizaines de milliers de followers et des gens qui vont acheter leurs produits. C'est pas le cas. Aujourd'hui, le marché chinois est très compétitif, que ce soit les marketplaces, que ce soit WeChat ou d'autres segments comme les sites internet ou les applications. Donc, c'est c'est un marché qui est très compétitif. Et la seule manière d'y arriver, même il y a des marques qui ont énormément de mal, c'est d'investir au bon endroit. Donc, il y a des marques pour lesquelles la marketplace va faire énormément de sens parce que le niveau de compétitivité n'est pas très très élevé. Après, il y a des marques sur lesquelles où le niveau de compétition est tellement élevé que ça fait aucun sens de se lancer sur une marketplace. Ça faudra plus de sens de lancer des shops, du retail ou du flagship store pour commencer, avec une stratégie d'acquisition. Donc bon, là, on est en période de Covid, donc c'est un petit peu plus complexe. Mais il y a beaucoup de sociétés qui travaillent très mal sur leurs différents assets. On va parler de sociétés à Paris, à New York, qui chaque année ont des dizaines de milliers de touristes chinois et qui travaillent pas du tout sur cette conversion de se dire, on a 10 000 clients chinois qui sont venus dans nos magasins à New York. Il faut qu'on ait un objectif d'en mettre au moins 8 000 sur notre WeChat pour que quand ces gens-là vont rentrer en Chine, on puisse les retargeter, donc soit pour faire du cross-border ou soit pour faire du retargeting sur le marché chinois. Donc, sur le papier, ça semble évident. Après, dans les faits, une grosse organisation, tu vois ce que je veux dire, ça demande à différents pays de se synchroniser, attraper les clients dans un pays, les faire fructifier dans l'autre. C'est pas facile pour les grosses organisations, quoi. Mais bon, sur le papier, idéalement, c'est ce qu'il faut faire, clairement. En fait, on s'aperçoit que c'est très simple. C'est très simple. Il faut avoir la bonne méthodologie, clairement. Et il faut en effet que ce soit une stratégie globale, parce qu'en effet, si c'est que des petites stratégies locales, le magasin de New York va pas plus bénéficier de ça que si la personne rachète quelque chose quand elle rentre à Shanghai après. Ouais, tout à fait. En omnicanal, t'as déjà souvent les retailers ont souvent le problème d'une sorte de concurrence entre le e-commerce et les magasins. Exact. Et ils se voient l'un l'autre comme des concurrents alors qu'ils travaillent dans la même entreprise. Et là, tu rajoutes une couche de complexité avec deux pays à l'autre bout du monde, quoi. Donc, mais bon, il faut trouver la solution, quoi. C'est un problème complexe, mais il y a forcément une solution. Pour les marques, la seule façon en fait d'avoir le succès qu'ils souhaitent, en fait, c'est vraiment de travailler sur la maximisation de leurs assets. Parce que sinon, elles n'y arriveront jamais. Parce que ça coûte très, très cher. L'acquisition de trafic va coûter très cher. Les conversions peuvent être complexes. Soit on travaille sur des éditions limitées, soit on travaille sur des stocks limités, soit on travaille avec des KOL ou des KOC. Mais le marché est tellement complexe que au final, le seul moyen d'y arriver, c'est de se dire il faut qu'on arrive à faire 10% de plus sur cet asset-là, 15% ici. Et le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie, un vrai, on va dire, playbook, et avoir la data au final au centre de cette décision. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Je regardais un peu la liste de tes clients là sur ton site internet et ce qui me saute aux yeux, c'est que donc bon, il y a quelques entreprises françaises comme Decathlon, Club Med, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises internationales. Je vois Gap, Porsche, Budweiser, la Chambre de commerce américaine. Comment est-ce que commercialement vous avez évité de rester franco-français comme certains le font, des entreprises françaises en Chine, et vous avez eu quels sont vos tips de manière commerciale en général, et comment avoir ce panel assez large de clients de différentes nationalités? Au final, le marché des sociétés françaises en Chine est assez important. Mais on va dire, ça sera peut-être le marché, on va dire, numéro 3 ou numéro 4 des sociétés internationales. Premier marché va être clairement le marché américain. Le second, allemand.
Le marché japonais et coréen sont des marchés aussi assez importants sur lesquels c'est un petit peu plus dur de percer et d'avoir des réseaux. Donc, on va dire que c'était purement enfin, on va dire ROI qu'on est allé dans cette direction-là. Et aujourd'hui, faire partie, par exemple, de la Chambre américaine de commerce, c'est quelque chose qui a été très utile. Après, on fait aussi partie de toutes les associations, la Jeune Chambre économique française, French Founders, partie aussi de la Chambre économique française aussi. Enfin, on aide aussi quelques écoles françaises comme la Schema, comme l'ESCA aussi. Donc il faut être capable de se diversifier. Donc, on a fait pas mal de conférences aussi dans les différentes chambres. Donc, on a un très beau réseau français. Mais c'est vrai que avoir un réseau international, c'est ça qui est au final le plus important, être capable de servir au final différentes industries, parce que comme tu le nommais, au final, on est présent dans vraiment différents types d'industries. On n'est pas spécialisé sur une industrie en particulier parce qu'on est là pour s'occuper de leur transformation digitale et pas pour faire de la création de contenu. Ouais, tout à fait, d'accord. Et donc tu as cité plein de pistes intéressantes pour quelqu'un qui s'installerait en Chine demain. C'est ça que tu conseilles, c'est d'aller à la chambre de commerce, mais pas uniquement la française, d'aller voir peut-être d'autres pays comme la chambre américaine, t'as cité French Founders aussi, qui a été un outil, qui peut être un outil commercial et de networking hyper utile. C'est ça un peu tes conseils? Ouais, complètement. Le business, après, ça dépend quel type de business on a. Si on s'appelle Publicis ou Accenture, le business en général va avoir tendance à venir à nous. En tant que petite société, nous, on avait et on continue à sponsoriser, par exemple, l'Union des Français de l'étranger. Qui nous a donné, quand on était tout petit, une très bonne visibilité, qui nous donne toujours une très très bonne. Mais on s'est investi énormément dans tout ce qui est la partie associative, et c'est ça qui nous a permis de nous créer nos réseaux et de créer les premiers business. Donc le business va avoir tendance à venir de plusieurs endroits. Il vient de manière générale des réseaux, il vient secondo de l'associatif, il vient du SEO. Donc le SEO, c'est quelque chose d'assez important, et il va venir, comme on a dit, des différents clubs, et les clubs, comme tu as dit, il y a les chambres de commerce, il y a French Founders aussi que je recommande énormément, qui est un très très bon réseau, et il y a aussi Entrepreneur Organization (EO), qui est aussi un très très bon réseau pour les entrepreneurs. C'est un réseau, je fais partie de ce réseau-là depuis plusieurs années, et c'est très très intéressant. Donc là, c'est plutôt un réseau de support d'entrepreneurs. Donc il faut avoir certains chiffres pour pouvoir y rentrer. Il faut être actionnaire, il faut être un des actionnaires majoritaires de sa société. Il faut que la société fasse au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est EO quoi, EO comme entrepreneur organisation, c'est ça? C'est ça. Okay. Et donc, au final, pour répondre à ta question, pour faire du business, il faut sortir. Donc, c'est un petit peu le challenge, parce qu'il faut être capable de délivrer. Donc, il faut avoir une bonne balance entre les deux, entre se faire son image de marque, trouver les bonnes personnes, sponsoriser les bonnes, on va dire les bonnes associations, et grâce à ça permet de tisser, d'avoir un bon réseau, mais c'est surtout aussi avoir des clients qui vont être un minimum récurrents. D'accord, très bien. Donc tu as commencé en disant que tu étais serial entrepreneur, donc tu nous expliquais le parcours avec cette aventure dans les chemises sur mesure, IT Consultis bien sûr, qui a été une grosse aventure. Ouais. Est-ce que tu as d'autres casquettes encore? Ouais, alors on a plusieurs business encore sur lesquels on travaille avec mon frère. On a donc à l'époque on avait racheté un restaurant en Thaï qui s'appelle Urban Thai, qui s'appelle toujours Urban Thai. Et au final on a fait fructifier ce business-là. On a monté aussi avec d'autres partenaires il y a 1 an notre restaurant Thaï qui s'appelle Kin, qui marche très très bien aussi. Et on a monté une chaîne alors on n'appelle pas ça un fast-food, mais on va dire on travaille sur la business de livraison, toujours sur la nourriture thaïlandaise.
où on utilise tout ce qui est Cloud Kitchen et Dark Kitchen. Donc, on fait fabriquer dans une Central Kitchen et on livre sur des points de vente. Et aujourd'hui, on a 5 points de vente où on va utiliser majoritairement donc les Ele.me, Meituan, qui sont des plateformes de livraison. Donc, les utilisateurs chinois, les consommateurs chinois, quand ils veulent se faire livrer de la nourriture, ils n'utilisent pas Uber, mais ils utilisent Meituan et Ele.me qui est la plateforme de Alibaba, et ils utilisent ça pour commander. Donc, on a 5 dispatchs où au final on assemble, où on fait tout ce qui est curry, pad thai et ainsi de suite sur place. Et on en a 5 à Shanghai aujourd'hui, avec pour objectif de monter à une quinzaine à Shanghai, et puis après voir comment on arrive à s'étendre dans d'autres villes en Chine. Donc 5 points de vente, mais qui sont des petits restaurants, ou c'est purement pour la livraison? Alors, il y a des points qui sont accessibles. Par exemple, on était jusqu'à récemment au WeWork à côté de Hongqiao, où là il y avait accès aussi, il y avait des tables, il y avait possibilité de manger. C'est une food court. Donc c'est soit une food court, soit de la livraison. Donc en fonction de l'endroit où on est, ça peut évoluer. D'accord. Et ça, comment, enfin, ça fait longtemps que tu es sur la restauration. L'idée vous a pris subitement. Comment ça s'est Ouais, passé? on a commencé la restauration, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant. Mhm. Et cette partie-là, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un petit peu plus de 2 ans, parce que voilà, on est toujours curieux et intéressé par différents process. Et au final, monter des restaurants, c'est quelque chose qui est bien, mais qui nécessite aussi beaucoup de fonds. Alors que monter de manière beaucoup plus lean et utiliser ce système de centrale cuisine, c'est quelque chose qui peut grossir aussi beaucoup plus vite. Euh, Mhm. et c'est quelque chose qui est dans la communauté entrepreneuriale a reçu ces derniers mois une vraie traction. Donc c'est quelque chose qu'on veut essayer, c'est quelque chose sur lesquels on pousse pas mal, et on a des très très bons résultats. D'accord. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pour quelqu'un qui aide ses clients à sortir un peu des plateformes, là, tu montes un business de restauration qui a l'air beaucoup basé sur des plateformes. Ouais. Ben, il faut pour tous ces clients-là, en fait, on dit jamais aux gens que les plateformes c'est une mauvaise chose, hein, parce que aujourd'hui 85% du e-commerce est fait sur cette plateforme-là et 15% est fait en propre. Donc on va dire les choses vont pas évoluer de l'autre côté pour faire du 15,85 dans le futur. L'objectif pour les marques, c'est d'avoir un niveau qui est un petit peu plus responsable, comme le niveau qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis, qui va être à peu près du 55-45 ou du 60-40, donc du 60 pour les marketplaces et du 40 pour du trafic propre. Parce qu'en Chine, c'est au final, c'est quasiment du 100% sur de la marketplace. Et ce qui fait que les marques sont dans une bien mauvaise disposition. Après, sur les plateformes de livraison, pour être capable de créer son propre trafic, il y a très très peu de sociétés, si ce n'est les McDonald's, les Starbucks, qui ont eux leurs propres applications. Mais à moins d'avoir un réseau énorme et une stratégie d'acquisition énorme, investir sur ses propres plateformes, en fait, ça fait pas du tout de sens. Et si demain j'ai une société pareil qui viendrait me voir avec le même challenge, je lui ne dirais jamais de monter sa propre application de livraison, parce que le coût, même si le coût sont entre 15 et 20% qui sont prélevés par Ele.me ou Meituan en question, ces coûts-là sont toujours bien moins importants que monter sa propre application. Donc aujourd'hui, ça serait très très complexe. C'est une stratégie d'acquisition, parce que il faut être capable de créer des habitudes aussi avec ses propres clients. Et une personne qui va commander une fois tous les 6 semaines de la nourriture thaï sur notre restaurant, au final, ne téléchargera jamais une application ou n'ira jamais Ouais, tout à fait. au Ouais. programme. Et avec la force de la data que peuvent avoir ces plateformes.
Enfin, Ouais. alors, j'ai fait un autre épisode récemment que je vais bientôt diffuser sur Jérôme qui a fondé la rôtisserie à Hong Kong, qui a une petite chaîne donc de poulet rôti ici, et qui Mm. expliquait que les Food Panda, les Uber Eats locaux venaient le voir et lui disaient, moi j'ai les données je connais tes futurs clients qui vont commander du poulet une fois par semaine, quoi. Donc Oui, oui, vraiment oui. des données avec une grosse valeur. Donc Bon, après, ça dépend aussi de la taille qu'on a nous avec cinq magasins aujourd'hui, cinq shops. Aujourd'hui, on est encore tout petit, mhm. mais, mais pour avoir accès aux données et ainsi de suite, il faut avoir une certaine taille, euh, ce qui en Chine nécessite quand même d'avoir un peu plus, enfin une taille un peu plus importante pour avoir accès à un marketing très privilégié. Après, c'est vrai il y a toujours la possibilité d'investir et de targeter les bonnes personnes qui vont être intéressées. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de trouver un bon équilibre parce que à chaque fois qu'on paye pour du marketing ou de la publicité ou du retargeting, c'est 15% ou 18% de commission plus les investissements qui ont été faits ce jour-là. Donc, c'est soit t'as des marges qui sont extrêmement importantes, soit il faut être un peu plus intelligent pour pas, de manière constante, investir et brûler du budget marketing. Ah, tout à fait. Ouais. Bah, tu vis comme dans le pays de la franchise et des chaînes de restaurants, quoi. Donc, je suis sûr un riche chinois va s'intéresser à vous un jour et vous permettre de scaler encore plus, quoi. Ouais, peut-être, espérons. Ok, non, bah c'est super. On va arriver vers la fin de cet entretien. Donc, je vais te poser la question Mythbuster pour conclure. Est-ce que tu as un mythe sur la Chine que tu avais peut-être avant d'arriver ou tu t'es rendu compte peut-être au fur et à mesure des années que voilà, ce mythe n'était pas vrai, tu aimerais le démystifier? Ouais, alors c'est quelque chose qui j'ai l'impression est en train d'évoluer, hein. Et après c'est peut-être que avec l'âge, je vois peut-être un petit peu moins de très Du jeunes haut de ton grand entrepreneurs âge, oui. arriver. Tu as quel âge déjà? Les 35 ans. Euh, D'accord. ou alors il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus dur d'obtenir un visa pour venir travailler en Chine ou pour venir entreprendre, bien que les choses ont l'air de simplifier, de se faciliter un petit peu plus là ces dernières semaines. Il y a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là, mais on voyait énormément Sur le d'entreprises. visa, ça devient plus facile récemment, tu dis. Ça devrait devenir entre les annonces et ce qui va être fait. On attend toujours les confirmations de comment ça va se matérialiser. Mais ce qu'on voyait énormément il y a quelques années, c'était des gens, des Français, qui avaient très peu d'expérience entrepreneuriale mais qui venaient en Chine avec un espèce d'orgueil et la pensée au final qu'ils avaient l'idée du siècle ou qu'ils allaient arriver en Chine et qu'ils allaient apprendre au final aux Chinois comment faire du e-commerce ou comment faire ci ou comment faire ce métier-là. Aujourd'hui, la Chine a énormément évolué et au final, rentrer en compétition sur le marché chinois en étant étranger, ça devient plus un handicap aujourd'hui qu'un avantage. Il y a 10 ans, c'était un avantage. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, un inconvénient. Ouais, et l'idée, c'est d'arriver en Chine avec vraiment, on va dire, pas avoir un orgueil de se dire on va arriver ici, on va apprendre aux gens comment faire du business, mais c'est plutôt s'inspirer et utiliser un maximum, bien sûr, ce qu'on a pu apprendre dans le reste du monde, parce qu'on a toujours des choses qui peuvent être utilisables ici. Mais il faut avoir les pieds sur terre en arrivant en Chine et pas penser que, vu que le marché est énorme, qu'on va avoir le succès escompté. Non, aujourd'hui, il y a vraiment une très forte compétition. Il y a des investissements qui sont réalisés à tous les niveaux. La recherche et développement est vraiment au maximum aujourd'hui. Et c'est vraiment important d'arriver sur le marché chinois avec un maximum d'humilité, parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui arrivaient et qui, au bout de 6 mois, disaient bon ben je repars, mais qui repartaient vraiment avec une vision différente, en pensant arrivant en marché conquis, et alors que c'est pas du tout le cas. Mhm. Ok, d'accord. Donc rester humble, éviter d'avoir trop d'orgueil et donc Ouais, apprendre de la Chine, apprendre des Chinois, quoi, et travailler, essayer de faire sa place, quoi. Dans ce travailler, marché qui reste quand même gigantesque. Donc il y a des travailler, opportunités tout de travailler très dur. même. Travailler dur. Ok, c'est vrai, c'est pas facile. Bon. Ok, super. Bon bah on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un contact, une présence sur les réseaux sociaux que tu aimerais partager pour conclure? Bien sûr.
tout le monde peut me trouver sur LinkedIn, donc Aurélien Régard. R-I-G-A-R-T. R-I-G-A-R-T, c'est ça. Devrait être facilement trouvable, autrement par email ou sur le site d'IT Consultis pour venir me contacter, ou sur WeChat aussi, Aurélien-R. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Aurélien. Merci Raphaël, c'est un plaisir. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!